Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. La Fondation Claudine Talon vient de doter le Borgou et la Liborie d'une antenne régionale de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le but est de faciliter la prise en charge de cette maladie. Présidentielle du 11 avril prochain, Moël Bénin installe ses unités de conquête électorale dans le Borgou. Les détails dans un instant avec Osias Sounouvou et Jules Akoykou. Et puis, retour sur la journée internationale des droits des femmes. Les femmes du ministère du Plan et du Développement ont elles aussi célébré le 8 mars. « 13h sur la chaîne nationale, bienvenue à toutes et à tous. Le président Patrice Talon a reçu ce jeudi en audience le commandant de US AFRICOM. Il s'agit de la cellule des opérations spéciales au commandement des États-Unis pour l'Afrique. Au menu des échanges, les enjeux sécuritaires. Suivez ici les interventions à la fin de l'audience. Thank you for having me. It was a very good meeting to talk with the President. Nous avons discuté de comment nous pourrions collaborer pour pouvoir combattre le terrorisme. Les États-Unis vont voir les différentes sortes de collaborations que les deux pays pourront avoir pour lutter contre ce fléau. We are partnered with several nations in West Africa to look at how we can work together to counter terrorism. Nous sommes en train de collaborer avec plusieurs pays déjà pour la lutte contre le terrorisme. Aucun pays ne pourra faire face à ce fléau seul. Nous allons voir comment nous pourrions aider le Bénin dans la formation et comment nous allons élaborer les stratégies nécessaires pour combattre le terrorisme au Bénin. In order to engage and defeat and prevent terrorism. C'est une menace transfrontalière et nous, en tant que partenaires, devons l'affronter ensemble. Et nous sommes vos partenaires dans cette lutte essentielle. C'était une discussion très fructueuse et Monsieur le Président était très généreux avec son temps et nous avons trouvé la discussion très constructive. Et je voudrais remercier Monsieur le Président et toute son équipe pour leur temps et pour les résultats de la discussion. Il y a 2 messages importants de la part du Président. Le Président voudrait que l'on puisse renforcer les capacités de notre armée, de nos forces. Le Président a raconté les réformes drastiques qui ont été conduites dans ce pays et qui continuent. Par exemple, la fusion de la police et de la gendarmerie, mais aussi les réformes qui sont en cours au niveau de l'armée et qui commencent par monter résultat. La deuxième chose importante, c'est que le président a dit « Nous ne sommes pas dans une position où nous allons seulement attendre du partenaire. » Donc le président a apprécié l'aide que les Américains nous apportent dans ce domaine, mais il a dit que le gouvernement de notre pays, le gouvernement du Bénin, est prêt à prélever sur ses ressources propres de l'argent pour compléter ce que nos amis américains pourraient apporter dans le cadre de leur assistance. Et il a donné l'assurance à ses visiteurs qu'ils ne seront pas déçus de la manière dont nous allons conduire, nous allons absorber cette assistance qui est apportée à notre pays. Le président a voulu montrer là la détermination du gouvernement
à lutter contre le terrorisme. La détermination du gouvernement à participer à toutes les initiatives sous-régionales, régionales, mais globales aussi, pour lutter contre ce phénomène-là, parce que ce sont des vies innocentes qui sont perdues. Donc notre pays est prêt à renforcer sa coopération avec les États-Unis d'Amérique, qui viennent généreusement vers nous pour pouvoir s'associer à la lutte contre le terrorisme, contre la violence gratuite. Et c'est tout le sens du message que le président essaie de passer. Et il a beaucoup apprécié que le gouvernement américain ait dépêché le général Anderson auprès de lui ce jour. Sans doute, la Côte d'Ivoire pleure depuis ce mercredi Ahmed Bakayoko, décédé à 56 ans des suites d'une longue maladie. Avec consternation, le président Patrice Talon présente ses condoléances au peuple ivoirien. Son message est présenté ici par Jérôme Mou. C'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko. À sa famille, au peuple ivoirien et à mon grand frère, le président Alassane Ouattara, je présente, au nom de mon gouvernement, au nom du peuple béninois et en mon propre nom, nos sincères condoléances. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au-delà d'être un travailleur acharné, était unanimement perçu comme un homme généreux, loyal, multicompatible, un fédérateur. La Côte d'Ivoire a perdu un digne fils et l'Afrique, une valeur sûre. À tous les Ivoiriens, en ces moments douloureux, je transmets le soutien fraternel du peuple béninois. Yako à vous, Patrice Talon, président de la République. On parle santé dans ce 13h. Le dépistage et la prise en charge du cancer du col de l'utérus seront désormais plus aisés dans le Borgou et la Liborie. Avec le soutien de la Fondation Claudine Talon, ces deux départements se sont vus dotés d'une antenne régionale de lutte contre le cancer de l'utérus. Michael Noati et Bertin Adimi pour les détails. 6 000 femmes qui ont été dépistées. 551 d'entre elles ont été confirmées positives aux lésions précancéreuses et 515 ont pu être traitées. Des chiffres alarmants issus d'antérieures interventions de la Fondation Claudine Talon dans la partie méridionale du Bénin. Au regard de ce que le cancer du col de l'utérus fait de nombreuses victimes dans le rang des femmes, étendre les efforts de lutte contre la pathologie s'impose, d'où la mise en place de l'antenne régionale Borgou à Liborie de lutte contre le mal. Ce dispositif de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus complète celui déjà opérationnel dans les 5 formations sanitaires du littoral. Ensemble, nous constituons une chaîne de solidarité pour lutter contre le cancer du col de l'utérus au Bénin. La Fondation Claudine Talon espère que ce programme permettra de sauver la vie de nombreuses femmes. En plus de la formation du personnel soignant devant prendre en charge les femmes, la Fondation Claudine Talon a équipé les 4 centres de santé dédiés à la lutte contre le cancer à Parakou. Ceci est la marque de l'engagement solidaire de la Fondation et de sa présidente, Madame Claudine Talon, pour un mieux-être des femmes et des filles vulnérables. Cette campagne de dépistage contribuera certainement donc à prévenir les risques d'apparition de ce cancer au sein de la couche féminine de notre population, que j'invite déjà à effectuer le déplacement vers les centres de dépistage pour connaître leur état de santé. Le dépistage précoce étant l'arme la plus redoutable pour contrer l'expansion du cancer du col de l'utérus, il est alors indiqué de faire le geste utile. Aujourd'hui, ce dépistage est effectif dans la ville de Parakou et dans tous les départements du Borgou à travers un programme piloté par la Fondation Claudine Talon. Et au travers du programme, dépister et traiter les lésions précancéreuses du col, de même le dépistage et le traitement de toutes les femmes éligibles sont entièrement prises en charge par la Fondation Claudine Talon. C'est le lieu de demander à toutes les femmes de Parakou et ses environs, voire des autres départements, de fréquenter ces différents centres pour leur dépistage et leur prise en charge. Si vous êtes femme, sexuellement active et que votre âge est compris dans la tranche 25-49 ans, faites-vous dépister gratuitement, soit au CHU des Borgou ou dans les centres de santé des 3 arrondissements de la ville, afin de vous prémunir des affres du cancer du col de l'utérus, un tueur silencieux qu'il faut vite mettre hors d'état de nuire.
Une partie de la commune d'Abomey est plongée dans le noir depuis ce mercredi. Selon le directeur régional de la SB2E, il s'agit d'une panne imputable à la société Ebomaf. Les explications avec Sartuné Houenou, directeur régional de la SB2E Atlantique. Avant de commencer, je vais d'abord présenter au nom de la SB2E toutes nos excuses. Parce que depuis juillet, vers 3 heures du temps, lors de la pluie, tous les clients se trouvant sur ce départ, précisément dans la grande partie de Calavi, s'étaient retrouvés sans l'énergie électrique. Et sans tarder, la cause la plus fondamentale, c'est la société, l'entreprise Ebomaf. Les poteaux de la SBE sont installés le long de la voie. Et principalement sur cette voie, depuis 2016, avec l'appui de ce marché de l'entreprise Ebomaf, il y a une société d'électricité privée qui est chargée de déplacer les réseaux. Ce qui fait faire de ce côté. Mais avec les caniveaux, les fouilles des caniveaux qui longent la voie de Toka jusqu'à Kota, et par rapport à nos poteaux, ça a été dit, et malheureusement avec la pluie d'hier, tous les poteaux sont emportés. Les caniveaux sont toujours là, vous allez constater sur les images. C'est là toujours, et nous prions. Parce que ça, c'est que le début du commencement. Si rien n'est fait d'ici là, on risque de tomber encore. Malgré qu'on fera tout pour alimenter la population, on va encore tomber dans les mêmes failles. Nous exhortons humblement, je dis bien humblement, l'entreprise Ebomaf de faire diligence. C'est très important. Parce que le départ qui est le problème est le départ le plus fondamental de Calavi. C'est là où la grande partie de la population se loge. Et si rien n'est fait, ce serait grave. Très grave. Donc je dis encore à nos paisibles clients que tout sera fait d'ici demain, la nuit, ils auront de courant. Mais d'autres auront le courant demain. D'autres auront le courant ce soir. Et nous exhortons encore de plus, comme je l'ai dit, que l'entreprise Ebomaf fasse quelque chose. Parce que la partie qui est tombée, et quand on voit encore le reste, s'il pleut encore, on risque de tomber encore dans les mêmes problèmes. Autre actualité de ce 13h, Moël Bénin installe ses unités de conquête électorale dans le Borgou. À Parakou, ce sont des hommes et femmes déterminés qui ont répondu à l'appel des leaders Moël Bénin. Reportage. C'est une jeunesse moëlienne enfiévrée d'engagement politique qui accueille ses leaders, frémissant de promesses d'exploits imminents. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Un parti politique, c'est la base. Monsieur le Président, je voudrais vous dire une fois encore que je suis fier de vous. Vous savez pourquoi? Vous avez montré qu'au sein de Moël Bénin, on peut promouvoir la jeunesse. Le président Patrice Talon a demandé à ce que vous nous envoyiez jusqu'au fin fond. Monsieur le Président, je prends l'engagement pour dire que nous sommes déjà prêts. Et soyez rassurés que l'ancrage tant souhaité de Moël Bénin dans le Borgou est très imminent. Nous sommes tous conscients ici que nous devons sérieusement mouiller les maillots. Le président de Moël Bénin motive femmes et jeunes à viser au-delà du grand rendez-vous prochain et prendre leur part de responsabilité là où se décide le sort du pays. En 2023, la jeunesse et les femmes du Bénin doivent investir le Parlement. Nous devons, vous devez investir le Parlement. Et c'est maintenant ça que ça doit commencer. Moël Bénin, un ménage, un moëlien. Conquérir sa place pour assumer de grands destins républicains, oui, mais en républicain, quels que soient les écueils et coups politiques, martèle et implore Jacques Ayadji. Vous savez, nous avons eu deux douleurs profondes. Évocation des deux revers électoraux en référence à la disqualification de Moël Bénin aux législatives et aux communales. Frustration transcendée par respect ultime au contrat social du vivre ensemble. Malgré cette douleur-là, nous sommes pliés parce que c'est la règle du jeu. Si on n'est pas d'accord avec les règles du jeu, on s'arrange pour que les règles du jeu changent. Et je voudrais compter sur chacun de vous pour que, en quittant cette salle, vous soyez les ambassadeurs de la paix.
Piquée au vif par la sous-représentativité féminine, la vice-présidente enfourche sa partition genre. Sur 113 coordinations, on n'a que 6 femmes. Pourquoi? Ce n'est pas bon. Mais les 6 que vous représentez maintenant, vous allez faire un travail de fourmi. Ayadi et ses compagnons s'offrent un bain fraternel dans la cour royale des Kobourou avant de dire au revoir au Borgou en attendant le tout prochain grand moment électoral. Des officiers de police judiciaire ont bénéficié d'une formation sur le droit pénal des élections et les réseaux de communication électronique. Les échanges ont eu lieu à la cour d'appel de Cotonou. Lenaïka Gwazaou, Igor Ayoso. On a besoin des scrutateurs, on a besoin des membres du bureau de vote. Dans une approche pédagogique qui allie maîtrise des tests et expérience, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou, Pierre Dassundo Arifon, éclaire ici la lanterne des officiers de police judiciaire. 3 tests sont passés au peigne fin: le code pénal, le code du numérique et le code de l'information. Un exercice axé sur les infractions en matière électorale et leur traitement judiciaire. Un atelier de renforcement de capacité voulu par le ministère de la Justice. Il a parcouru 2 branches. La branche concernant les atteintes courantes et celle concernant des faits commis au moyen d'éthique. En ce qui concerne la première branche, nous avons vu à travers le code pénal les infractions qu'il a listées, infractions commises avant le scrutin, pendant le scrutin et après le scrutin et ses suites. En ce qui concerne la deuxième branche, les infractions de droit commun qui ont été commises, qui peuvent être commises au moyen d'éthique. Un accent particulier est mis sur l'utilisation des réseaux sociaux. Le fait de relayer des informations qui tombent dans notre groupe WhatsApp. Nous pouvons en répondre lorsque ces infractions rentrent dans ce champ-là facilement en cette période. Ou le fait d'initier en tant que directeur d'un groupe WhatsApp des informations qui rentrent, des faits portant atteinte en matière électorale. Pour ce qui est du traitement judiciaire des infractions électorales, si nous sommes au niveau du droit commun, c'est la démarche usuelle, habituelle, éditée par le Code de procédure pénale, si j'ai bonne souvenance, article 14. Mais quand nous sommes au moins des nouvelles technologies de communication, alors nous devons faire attention à la recherche de la preuve qui se fait en ayant recours à la police scientifique parce que nous devons faire les extractions des données. Et sachant que ces preuves sont volatiles. N'oublions pas que le matériel contenant les preuves peut être déchargé. Parce que le portable, c'est pour ça que nous chargeons régulièrement notre portable. Donc, le PJ doit faire attention à tout ça là. Qu'en est-il des infractions commises par les professionnels des médias? Le journaliste utilise le numérique qu'il a dit tout à l'heure. L'article 558 du Code du numérique nous renvoie à votre loi, le Code de l'information. Et c'est cette loi qui est appliquée aux journalistes, la procédure par citation directe, lorsque ces faits rentrent dans la diffamation et dans l'injure. Cette formation a pour but de permettre aux acteurs de la répression de bien jouer leur rôle chaque fois qu'il y a infraction à la loi pénale en cette période électorale. Elle se déroule aussi à Abomey et à Parakou. Retour sur la journée internationale des droits des femmes. Les femmes du ministère du Plan et du Développement ont célébré le 8 mars. Et pour marquer l'événement, elles ont réfléchi à comment améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ghislain Kobe. Le ministère en charge du Plan et du Développement célèbre la journée internationale des droits des femmes. Loin d'en faire une occasion de fête, les femmes du ministère prennent la journée pour réfléchir. Le thème,
Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Ce thème dénote de l'importance du rôle que doivent jouer les femmes dans la gestion équitable de la pandémie de la Covid-19 à travers l'élaboration des plans et programmes et la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la Covid-19. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, du Plan et du Développement, a rappelé aux femmes quelques initiatives du gouvernement de Patrice Talon pour les soutenir. Donner une assurance universelle à tous les Béninois, et en particulier aux femmes, est, je pense, un des premiers actes de soutien aux femmes. Le microcrédit à la FIA qui s'inscrit dans ce cadre-là est destiné essentiellement aux femmes. Dans la prise des mesures de riposte contre la Covid-19, les conditions de vie des femmes étaient une préoccupation majeure qui s'était retrouvée en amont de toutes les décisions. Lorsque nous décidons, par exemple, que dans le cadre de la lutte contre la pandémie, nous n'allons pas fermer les marchés, contrairement à ce qui s'est passé sur tout le continent. Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé que les marchés ne seraient pas fermés et qu'au contraire, les mesures seraient prises pour dédommager, pour subventionner celles des couches les plus affectées. C'est ainsi que, par exemple, les coiffeuses, les esthéticiennes ont pu bénéficier de subventions directes que beaucoup ont reçues à leur grande surprise sur leur téléphone quelques semaines après. Dans le domaine politique, les initiatives sont rendues pérennes puisque devenues des articles de textes de loi. Nous avons introduit, lors de la révision de la Constitution, une disposition particulière qui réserve désormais 24 sièges aux femmes dans l'Assemblée nationale. Donc, à la prochaine élection en 2023, Madame le secrétaire général, il n'y aura pas seulement le peu de femmes que vous avez citées, mais non seulement les partis seront obligés d'inscrire des femmes sur leur liste, mais mieux, 24 sièges seront d'office réservés aux femmes. Et ça veut dire que forcément, nous aurons plus de 24 femmes au Parlement. Je vous en parle en toute connaissance de cause parce que dans mon parti, par exemple, nous avons indiqué que dans nos statuts, 30% des sièges dans toutes nos instances devront être réservés aux femmes. Et donc, forcément, lorsque nous allons faire les listes, je serai attentif à faire en sorte que sur ces listes-là, il y ait au moins 30% de femmes, bien sûr, à des postes éligibles. Au cours de la journée, les femmes porteront leurs réflexions sur 2 thèmes différents. Le premier, impact de la Covid-19 et ses variants. Quelles stratégies et apports nutritionnels pour y faire face? Le second, leadership féminin. Comment concilier vie privée et vie professionnelle? Sujet de préoccupation des femmes. Et toujours en lien avec le 8 mars de cette année, la Fondation Paul Darbou a pensé aux femmes nourrices. Ses membres ont effectué une descente à la maternité centrale de la ville de Ouidah. Bruno Soalier, Wenceslas Arouaïmon pour les détails. Au moment de célébrer la Journée internationale des femmes, c'est vers les femmes usagères de la maternité centrale de Ouidah que la Fondation Paul Darbou se tourne, les bras chargés. On est venu célébrer la femme, nos mamans. C'est avec joie qu'on est venu passer cette journée avec vous et vous remettre quelques présents modestement. Et on accompagne l'action du gouvernement qui fait énormément en matière de santé. Nous accompagnons aussi Monsieur le maire, parce que depuis quelques mois qu'il est à la mairie de Ouidah, il est en train de faire un travail remarquable. À travers cette célébration, moi, en ma qualité de maire de la commune de Ouidah, je voudrais féliciter les femmes pour leur bravoure, leur engagement, pour leur leadership et leur engagement pour le développement de notre nation en général et de notre commune Ouidah en particulier. Pour reconnaître à la femme ses mérites à l'occasion du 8 mars, la Fondation Paul Darbou n'a pas fait les choses à moitié. Et comme un symbole, c'est à l'endroit où les femmes donnent la vie qu'elles sont honorées. Nous recevons mensuellement en moyenne 550 gestantes, nouvelles et anciennes CPN confondues.
Nous faisons en moyenne 107 accouchements par mois. Des kits composés de vivres, moustiquaires imprégnés et accessoires de puériculture ont été distribués aux nourrices et femmes enceintes. L'œuvre de la Fondation Paul Darbou à l'endroit de la femme a été soutenue par l'association Hamzat Sani Agata et l'honorable Mathieu Adjovi. Et nous avons décidé d'accompagner. Nous, c'est qui? C'est l'association Hamzat Sani Agata. C'est une association qui regroupe les petits-enfants de monsieur Hamzat Sani Agata. Ces petits-enfants qui ont décidé de se mettre ensemble et de faire des choses pour élever encore plus le nom de leur grand-père, Hamzat Sani Agata. Ce jour est un jour qui doit être consacré à la réflexion sur la femme qui donne la vie. Non pas la femme tout court, mais la femme qu'on peut aimer tous les jours, les 365 jours de l'année. Tout à l'heure, la Fondation Darbou et la Fondation Sani Agata Hamzat, les deux fondations sont venues ensemble faire un don à nos mamans, à nos filles accoucheuses, pour marquer ce jour-là. Je leur ai dit merci. Au détour de ce rendez-vous de la célébration de la femme à Ouidah, les autorités se donnent la main pour mieux soutenir ces dames à la prochaine édition de la Journée internationale des femmes. Hors de nos frontières à présent, en Côte d'Ivoire, la réaction fuse après le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Pendant ce temps, le Danemark suspend jusqu'à nouvel ordre, le vaccin anti-Covid-19. Et puis, au Royaume-Uni, le prince William dément les accusations portées par son frère Harry contre la monarchie britannique. Regardez. Ahmed Bakayoko n'est plus le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, est mort mercredi à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer, 8 mois après le décès de son prédécesseur. Le chef de l'État Alassane Ouattara lui a rendu hommage à travers un communiqué lu à la télévision publique RTI. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire, a déclaré le chef de l'État. Ahmed Bakayoko est également ministre de la Défense. Il avait été évacué en France le 18 février par avion spécial pour des raisons de santé avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne le week-end dernier, au moment où se tenaient les élections législatives dans son pays. Malgré son absence, il a été réélu député dans son fief. C'est calme. C'est choquant, ça fait vraiment mal. Ça fait mal à tout le monde. Regardez aujourd'hui devant tous les kiosques en journaux, tout le monde regarde si c'est vrai. La rumeur circulaire, maintenant c'est confirmé. Les gens sont abattus, ça fait mal. On a perdu un parent, un homme, notre frère, c'est notre frère ivoirien, c'est tout ce qu'on retient. C'est un modèle pour la jeunesse et vraiment ça me fait beaucoup de peine. C'est désolant vraiment. Quand on perd de grands hommes comme ça, vraiment, je suis en deuil. Le Danemark a suspendu par précaution et jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 à cause de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, a annoncé son autorité sanitaire jeudi. Cette suspension intervient après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca, a indiqué l'Agence nationale de la santé, tout en soulignant qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins. Nous ne sommes pas du tout une famille raciste, déclare le prince William. Il défend la famille royale britannique contre les accusations de racisme portées par son frère Harry et sa femme Meghan à la télévision américaine. Il a précisé qu'il n'avait pas parlé à son frère depuis la diffusion de l'interview explosive dimanche, mais qu'il comptait le faire. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc.
Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.